au-delà de cet enjeu de souveraineté, on a bien compris donc comment l'importance. La technologie évolue à très très grande vitesse. Quelles sont les évolutions prévisibles de l'high-tech? Quelles sont, on va dire, les solutions ou services qui risquent d'apparaître très très bientôt? Moi, je vois deux grandes tendances fortes. Alors, la première tendance, c'est tout ce qui est autour de l'IA, voilà, de l'adaptive learning. Alors, tout le monde vous dit faire de l'adaptive learning et faire de l'IA dans l'éducation. Finalement, peu de gens en font vraiment parce que ça demande voilà, voilà, beaucoup d'études, ça demande beaucoup de data à analyser. Et je trouve que c'est vraiment toutes les EdTech qui ont fait vraiment de la personnalisation de l'éducation, c'est-à-dire vraiment utiliser les data d'apprentissage pour permettre des apprentissages personnalisés, donc qui s'adaptent à la manière dont chacun apprend, voilà, montre que finalement ça a un impact très important sur le décrochage scolaire, ça réduit fortement le décrochage scolaire et ça améliore les résultats. Donc c'est une tendance très forte et très profonde, je pense, de la tech, c'est tout ce qui va être autour de cette personnalisation de l'apprentissage et la mise en place d'intelligence artificielle dans les programmes, dans les programmes et la restitution aux élèves, donc qui permet vraiment un apprentissage personnalisé. Et ensuite, il y a une deuxième tendance qui est intéressante, c'est tout ce qui est autour de la réalité virtuelle et de la gamification. On a une société, nous, danoise, qui s'appelle Labster, hein, qui fait des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences, qui est très fort au Danemark, puisqu'elle équipe tous les lycéens collégiens danois, et elle est également très forte aux États-Unis, où elle vend à beaucoup d'universités américaines des laboratoires virtuels, ce qui permet, donc, ce qui évite d'avoir, parce que finalement, on s'aperçoit que dans toutes les carrières scientifiques, finalement, les jeunes, les apprenants manipulent très peu, on manipule très peu, on fait et donc là, ça permet d'avoir des laboratoires où le professeur va pouvoir créer des expériences et l'élève va pouvoir manipuler, créer son expérience et, voilà, et apprendre les gestes et avoir un apprentissage beaucoup plus ludique, beaucoup plus immersif. Et toutes les études qu'ils ont réalisées montrent que finalement, là, en apprenant, finalement, en s'amusant, en apprenant de manière beaucoup plus immersive et beaucoup plus engageante, on retient beaucoup mieux. Donc, je trouve que c'est une tendance très intéressante, tout ce qui est autour voilà, de la réalité virtuelle, de l'immersion et de la gamification. Et on en revient quand même à un coût d'investissement conséquent. Oui, mais beaucoup moins important que des laboratoires. Aujourd'hui, la grosse difficulté quand même de ces apprentissages, c'est qu'on manipule très peu parce qu'on n'a pas assez de laboratoires. C'est compliqué de créer des labos, d'envoyer des classes entières dans les labos. Donc, c'est des coûts, ça réduit fortement le coût de l'apprentissage. Et ensuite, c'est clair que la visio telle qu'on l'a connue depuis un an, bon voilà, même telle qu'on la vit là, en ce moment tous les deux, bon voilà, c'est une visio très limitée. Je pense que voilà, avec des outils de visio réellement adaptés au secteur d'éducation, voilà, on peut faire des choses très intéressantes. Et je ne pense pas que le monde de l'enseignement supérieur, ce sera une question que je voudrais vous poser à la fin, et le monde de l'enseignement supérieur ne reviendra pas tel qu'il a été avant. On va pas rester totalement en Zoom même en classe virtuelle, je l'espère, mais on sera de plus en plus dans un enseignement hybride. Et donc, on va avoir de plus en plus besoin de ces outils de manière pérenne.